parce que nous avons effectivement un bureau, un professeur qui peut faire des consultations en génétique. Mais ce rôle est généralement réservé pour les patients qui viennent pour des prélèvements et pour des consultations. Notre laboratoire comporte deux parties. Il y a, comme vous pouvez voir, il y a un premier labo ici, il y a un second là-bas. En principe, c'est organisé de telle sorte que, comme dans tout laboratoire qui utilise des techniques de biologie moléculaire, on se trouve en sens unique. C'est-à-dire que lorsqu'on avance, on ne revient pas. Et ça a été conçu, nous voulons respecter ces normes. Et notre laboratoire est en train de faire un effort pour respecter ces normes. C'est ainsi que généralement, donc il sera complètement en service, on en fera par ici, et on sortira par là, pour éviter les retours sur la maison. Donc nous allons entrer, nous allons vous présenter juste cet ordinateur permet d'enregistrer les patients, des échantillons, et notamment de faire aussi l'administration du laboratoire, imprimer les protocoles, des rentrées de résultats. Donc c'est ce petit espace. Je crois que nous allons compartimenter pour séparer cette activité administrative et l'activité clinique et recherche. Derrière vous, vous avez le premier matériel. Nous avons là, puisque à l'entrée, généralement, ces frigos-congélateurs nous permettent de conserver des réactifs. Les réactifs sont utilisés dans cette partie du laboratoire. Donc il y a des réactifs qui peuvent être gardés à la température de 4 degrés, c'est la partie supérieure, qui fonctionne comme un frigo. Et la partie inférieure, qui fonctionne comme un congélateur avec des températures négatives allant jusqu'à -20. Et donc, l'armoire à côté permet également d'autres intrants qui sont utilisés. Donc, on pouvait voir, il y a des liens, ce sont des réactifs. Ces réactifs doivent être gardés à 4 degrés, c'est comme ça qu'ils sont conservés. Et là-bas, nous avons des réactifs qui doivent être gardés à des températures moins 20 et nous avons des réactifs. En principe, de génétique ou de biologie moléculaire. Je ne peux pas faire une analyse de génétique ou de biologie moléculaire si on n'a pas de matériel nécessaire, des acides nucléiques. Et ici, nous utilisons généralement l'ADN. Comme c'est la génétique humaine, c'est l'ADN. Et l'ADN est extrait dans cet espace. Comme vous pouvez voir, c'est l'extraction de l'ADN, c'est cette table qui permet l'extraction de l'ADN. Et nous avons le matériel connexe qui nous permet d'obtenir cet acide nucléique. La méthode que nous utilisons ici, c'est une méthode simple. Le starting out n'a pas besoin de beaucoup de matériel. C'est pourquoi nous l'avons opté. Parce que 1, c'est très simple. 2, il n'a pas besoin de beaucoup de matériel. 3, les réactifs peuvent être gardés à la température ambiante et pendant longtemps, par exemple jusqu'à 5 ans. Et donc nous avons besoin seulement d'un bain-marie et d'une centrifugeuse réfrigérée. Ces deux matériels suffisent juste pour extraire notre ADN. Et donc c'est pourquoi vous voyez, nous avons un bain-marie, nous avons une centrifugeuse réfrigérée. Pour un diagnostic très important d'une pathologie qui détruit beaucoup chez nous, la drépanocytose. Et cette drépanocytose, c'est une maladie génétique qui est couramment rencontrée dans notre pays. Et dans ces laboratoires, nous faisons également ces diagnostics. Il y a plusieurs techniques. Ici, nous avons les techniques les plus performantes. La technique d'électrophorèse capillaire. Et c'est cette mini-automate qui peut nous permettre de poser ces diagnostics. Sans extraire l'ADN, avec du sang, nous pouvons poser le diagnostic de la drépanocytose avec ces mini-automates. Alors, si nous ne passons pas par cette électrophorèse, alors là, c'est la technique moléculaire. Et là, alors, par exemple, nous devons extraire l'ADN et continuer la suite des opérations. C'est comme ça, ici, nous pouvons poser le diagnostic de la drépanocytose par la technique d'électrophorèse capillaire avec ces mini-automates. Et ici, nous avons tout ce qu'il nous faut pour extraire l'ADN. Et il met combien de temps pour le diagnostic? En principe, ces mini-automates
est capable de prendre en charge 27 échantillons. Les résultats sont rendus en combien de temps? Les résultats, au bout de 2 heures, vous pouvez avoir les résultats. Alors, ces deux petits appareils, celui-là s'appelle les nanocloques. Il y a un deuxième ici qu'on appelle les qubits. Alors, ces deux appareils vont nous quantifier l'acide nucléique. En quantité, il va vous dire qu'il y a autant de nanogrammes par. Mais également, il va vous dire est-ce que c'est pur ou pas? Parce que l'ADN dans un noyau est entouré par plusieurs protéines. Et ces protéines peuvent contaminer l'ADN au moment de l'extraction. Alors, ces appareils vous permettent de détecter et la pureté et la quantité de l'ADN. Cet appareil nous permet de stériliser le matériel. C'est un autoclave. Donc, stériliser le matériel, surtout avec la bactérie. Les box qui est derrière, c'est réservé un peu comme les magasins où nous avons tous les réactifs. Les réactifs que nous utilisons là-bas, nous pouvons les avoir là-bas et nous pouvons. C'est là que nous les stockons. Alors, après avoir quantifié l'ADN, nous devons les stocker. C'est comme ça que vous voyez cette chaîne de poids là. C'est un frigo, un congélateur plutôt, qui permet le stockage des échantillons. Et là, vous voyez les compartiments des différents chercheurs qui peuvent chacun stocker ces échantillons pour la recherche. Oui, nous sommes à la. Alors, ici, on clôture la première étape. On a essayé l'ADN, on a quantifié, on a cessé sa pureté. La deuxième étape, c'est maintenant aller faire les analyses. C'est comme ça que nous entrons dans cette deuxième chambre, où ici nous allons réaliser l'amplification. Ce sont les machines que nous utilisons présentement pour amplifier l'ADN. Celle-là, nous avons eu il n'y a même pas 2-3 mois, il est encore neuf. Et ces deux ici, nous les avons, sont présents à un certain âge. Alors, avant de venir amplifier, mais on prépare, il y a une cuisine qui doit se faire là. Il y a un mélange de réactifs qui doivent nous permettre l'amplification. Et c'est ici que se fait cette cuisine, sur ces deux tables. Donc on a fait pratiquement toutes les mixtures. Finalement, on peut venir sur une des 3 machines, venir faire l'amplification. On peut amplifier, ça dépend du programme d'amplification. Il y a des programmes qui peuvent prendre 2 heures, 3 heures, 4 heures. Mais si vous êtes fatigué, vous pouvez dire, moi je m'arrête là. Demain, je vais lire les résultats. C'est pourquoi vous avez encore cette nouvelle chaîne de fois. Cette chaîne de fois ici permet à la fois de conserver les réactifs nécessaires pour réaliser les réactions ici, mais également, on peut également stocker les produits d'amplification pour une lecture ultérieure. Parce qu'on peut être fatigué. Vous pouvez dire, soit que le produit peut rester dans la machine, parce qu'il est capable de garder les produits PCR à 4 degrés pendant 12, 20, 48 heures. Soit vous pouvez les stocker là-bas. Vous pouvez les stocker. Et là, nous avons également des armoires qui nous permettent de stocker les différents matériels que nous utilisons. Je ne sais pas si c'est ouvert. Voilà. Tout ça, ce sont des gommes, etc. Donc, ce sont des armoires qui nous permettent de conserver tout ça. Alors, comme je dis, nous avons amplifié. C'est fini. Il faut passer maintenant à la lecture. Pour l'instant, nous utilisons ce PC conventionnel. Donc, après l'amplification, vous devez passer à la lecture pour révéler ce qu'on appelle le produit de l'amplification. Il y a d'autres techniques qui existent. Vous pouvez utiliser ce qu'on appelle le PCR à temps réel. Mais là, le résultat, vous l'avez sur place, sur la machine. Donc, vous n'avez plus une étape qu'on appelle post-PCR. Cette étape n'existe plus. Mais pour l'instant, nous utilisons cette étape importante. Alors, lorsqu'on a fait l'amplification, alors nous passons à la révélation du produit d'amplification. Et là, nous avons ce qu'on appelle le post-PCR. Après avoir amplifié, nous allons révéler ce produit. Cette chambre, dans tous les laboratoires, c'est une chambre toxique. Elle est censée utiliser certains produits corrosifs. Alors,
montrer parce que c'est ici. Et nous venons régler. Pour le produit, c'est l'électrophorèse. Ça, c'est l'électrophorèse. Les appareils nous permettent de faire l'électrophorèse. Après avoir fait l'électrophorèse, d'abord l'électrophorèse c'est fait avec les gels. Il y a des gels que nous devons préparer parce qu'ici il y a une autre mini-cuisine pour préparer les gels. Et puis vous venez faire l'électrophorèse, vous migrez ça dans un gel. Les gels que nous utilisons ici généralement c'est l'agarose. Après avoir fait l'électrophorèse, on passe maintenant à la révélation. C'est cet appareil qu'on appelle le transluminateur à IV qui nous permet de révéler les produits. Alors on prend généralement l'air là, on met les gels là-bas, et puis on allume la machine là-bas. Donc on allume, et puis ça passe par là, et on ouvre cet ordinateur où on peut voir, voilà, les segments qui sont et on photographie et nous avons le résultat là. Et on peut imprimer. Donc ici, c'est le terminus. Toute la procédure que nous avons commencée, de l'extraction, l'amplification, à la révélation, et pour l'amplification. Ici, maintenant, termine la manipulation. Et on peut ressortir pour continuer. L'honneur d'accueillir le professeur Adrien Yves. Et maintenant, nous allons donner la parole au professeur Adrien Yves. Parce qu'ils veulent montrer la page. Il va nous dire pourquoi il a choisi ce laboratoire, qu'est-ce qu'il est venu faire, quels sont les premiers résultats qu'il a obtenus, et qu'il nous dit les perspectives. Bien, merci professeur Mikovi. Monsieur l'ambassadeur, merci d'avoir répondu à la visite. C'est le laboratoire d'accueil, comme vous savez, lorsqu'on est professeur en Suisse, on a un privilège. On peut prendre des congés sabbatiques. Certains de mes collègues vont dans des universités anglophones, en Angleterre, en Californie, d'autre part. Moi, j'ai choisi de venir ici parce que l'accueil est particulièrement positif, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire en collaboration, parce qu'il y a des défis aussi dans la médecine à l'heure actuelle, en Afrique, qu'on aimerait pouvoir attaquer ensemble entre Européens, Occidentaux et Africains. Et en l'occurrence, ici en Suisse. Donc peut-être en deux mots, rapidement, il y a un immense défi qui est à l'heure actuelle dans le domaine de la génomique et de la génétique en Afrique. Le laboratoire qu'on voit ici maintenant, c'est un laboratoire à l'université de Kinshasa qui a été établi il y a environ 6 ans, je crois. Il est unique en RDC. Vous connaissez les problèmes, les challenges de la RDC. Je veux dire, l'éducation, c'est quelque chose qui clairement doit être soutenu. Plus particulièrement quand on parle de maladies, on connaît très très peu les déterminants génétiques. Qu'est-ce qu'ils sont? En fait, quels sont les gènes, quels sont les variants génétiques qui sont à l'origine des maladies génétiques en Afrique? En fait, 2-3 études récentes démontrent que ce qu'on sait des maladies génétiques dans les pays occidentaux, on peut tout oublier, plus ou moins, et on doit tout réinventer la médecine génétique ici en Afrique. Et c'est à nos collègues africains, de la RDC en particulier ici, qui incombe cette tâche. Il y a naturellement une exception en termes de maladies génétiques, la drépanocytose, dont vous avez entendu parler avec le professeur Mikovi. Un grand nombre des maladies, en fait, qu'on connaît en Europe, par exemple, un des exemples qu'on connaît bien, c'est la mucoviscidose, cystique fibrose. C'est une maladie qui a longtemps été pensée être inconnue ou n'existant pas en Afrique, simplement parce qu'on regardait les variants génétiques qui existaient en Europe. Les variants génétiques qui existent ici, on ne sait pas lesquels sont par contre les maladies qui existent. Donc, pourquoi est-ce que je suis là? En effet, c'est une collaboration qui a débuté pour moi, c'est en fait une histoire personnelle, il y a 6 ans, en 2015, lorsque en décembre 2014 et janvier 2015, je suis venu ici pour la première fois pendant 5 semaines. Et j'ai donné un grand nombre de séminaires et de cours dans la faculté de médecine ici.
Et ça m'a donné aussi l'occasion de rencontrer deux pédiatres, qui étaient jeunes à l'époque, qui sont un peu moins jeunes maintenant, la doctoresse Mumbu et le docteur Kayende. La doctoresse Mumbu qui est juste ici derrière, ici, qui fait partie du laboratoire de génétique. Et puis le docteur Kayende qui est en fait en formation maintenant à Nantes, en France, en cardiologie. Ce sont, je dois le dire, venus des amis. On a pu obtenir des soutiens financiers pour leur développement, pour la recherche, pour aussi certains aspects éducatifs dans leur carrière, notamment par le crowdfunding en Suisse. Vous connaissez peut-être une plateforme en Suisse qui s'appelle We Make It. On a eu 3 projets We Make It qui ont permis de soutenir nos collègues. En septembre 2019, on a pu organiser ici un grand workshop avec l'entreprise Oxford Nanopore Technology dont je vais vous parler par la suite, pour démontrer cette nouvelle technologie de séquençage d'ADN. Ça a été un grand succès, 60 participants étaient ici. J'en ai déduit que je devais passer du temps ici, passer des mois avec mes collègues ici et travailler sur des projets qui permettaient justement le développement de la génétique ici, dans ce laboratoire. On est à l'heure actuelle en train aussi d'écrire des projets pour la Fondation Nestlé en Suisse et puis pour le Fonds national de la recherche scientifique. Vous savez peut-être que j'ai été président de la division de biologie et de médecine du Fonds national de la recherche scientifique. Rapidement, on peut l'avoir dans la paume de la main. Alors qu'il y a 5 ans, c'était en fait une machine qu'on n'avait même pas forcément à la mettre sur cette table-là. Donc on peut séquencer de l'ADN avec une technologie portable de cette entreprise britannique, Oxford Nanopore Technology. Et ça, c'est un petit appareil dans lequel, c'est un ordinateur en fait, dans lequel on insère des cartouches. Ce sont des cartouches de séquençage, et ici je vous montre une cartouche de séquençage qu'on a utilisée ici dans ce laboratoire. On ouvre la cartouche comme ceci par ce petit scotch ici, et puis on met l'ADN dans cette petite cellule ici, blanche, et par un procédé en fait extrêmement ingénieux, on est capable de séquencer tous ces fragments d'ADN ici. Ces cartouches, ces cartouches consommables sont relativement bon marché, 90 €. L'appareil, 4 000 €, donc c'est à la portée potentiellement d'un laboratoire, un peu n'importe où, dans les pays moins favorisés. Donc, puisqu'on parle de génétique, on parle de gènes ou de maladies génétiques. Les premiers case studies en fait, qu'on a utilisés ici, c'est principalement la drépanocytose. On a aussi un projet qui est en relation avec la quantité de zinc qui est excrétée dans le lait maternel et dans l'urine, l'albinisme et la mucoviscidose potentiellement. Là, je vous mets juste un graphique qui a permis, enfin, naturellement pour moi, scientifique, c'était un achievement, notamment, c'était pas seulement un achievement en moi scientifique, c'est quelque chose que j'ai encore fait moi-même au laboratoire. Vous savez qu'après un certain nombre d'années, lorsqu'on atteint certaines positions à l'université, on ne fait plus grand-chose. La seule chose qu'on connaissait utiliser, c'était la machine à café. Mais ici, j'ai retrouvé les pipettes et grâce à ma collègue ici, Cathy Songo, laborantine ici, on a travaillé ensemble et puis on a pu, en effet, démontrer la présence de la mutation de la drépanocytose ici, sur cette flèche rouge. Cette barre verte ici correspond à la présence de la mutation. Vous voyez la séquence d'ADN en dessus. Et vous voyez qu'en dessus, il n'y a pas cette barre verte. En fait, cette séquence d'ADN contrôle, c'était mon propre ADN. Je ne suis pas porteur du gel. Donc, je vous remercie. J'aimerais aussi remercier donc, les personnes qui m'accueillent ici, le doyen, la faculté de médecine. J'aimerais aussi remercier les gens qui, en Suisse, nous financent. L'université de Berne, donc j'ai mon labbook ici de l'université de Berne que j'utilise tous les jours. Naturellement aussi le Fonds national de la recherche scientifique en Suisse qui a ouvert ces bourses pour pouvoir permettre cette agence scientifique. Sachez que c'est le contribuable suisse qui naturellement paye ce séjour ici et je en suis très très bon. Merci monsieur. Merci beaucoup.
requête, le plan ambassadeur, il y a un petit rafraîchissement et le comité d'après a bien voulu organiser. Donc là, je pense que c'est le moyen qui va amener J'ai reçu ça. Oui, pas qu'en discours, alors encore une fois, merci bien pour l'accueil, merci bien pour votre temps. Désolé pour le retard, encore une fois, ce n'était pas vraiment planifié, c'était plus de trafic. Je suis très heureux d'être ici comme ambassadeur de Suisse, parce que toujours les liens entre les différentes universités avec les universités sur place, c'est quelque chose d'enrichissant. J'ai dit à mes collègues, la Suisse investit beaucoup de l'argent dans la seule patrimoine de notre population suisse, au niveau primaire, secondaire, etc., jusqu'à l'université. C'est quelque chose vraiment très important pour un pays, et surtout quand il y a vraiment des besoins comme ça au niveau de la RDC. Je suis très fier aussi d'écouter qu'il y a un lien entre l'université de Berne avec votre université, et je vous souhaite tout le succès pour votre travail. J'espère aussi que le partenariat va continuer, mais aussi continuer dans le sens, une fois il y a un certain retrait, qu'à la fin, il y a aussi des autres possibilités, parce que la durabilité dans la recherche, la durabilité dans les études des étudiants, c'est très important pour avoir à la fin une masse critique pour changer le monde. Et vraiment dans ce cas-là, surtout au niveau des maladies, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire au niveau de la RDC. Vous avez beaucoup de défis, on connaît ça avec aussi des autres maladies comme Ebola, comme rougeole, etc. Il y a toutes sortes, le Covid en plus, dans tous les pays. Et ça, c'est quelque chose, on a vraiment besoin de bons médecins qui sont un peu la force de la population pour lutter contre les différentes maladies. Alors encore une fois, merci bien pour les explications, merci bien pour avoir avec vous, être avec vous, pour vous connaître, et j'espère qu'il y a des autres partenariats, soit avec des autres universités, la continuation des partenariats existants, mais peut-être aussi des autres acteurs, peut-être une fois, dans une future aussi peut-être avec des entreprises privées. Il y a toutes sortes de choses, on doit être créatif dans ce monde, dans ces contextes, mais je n'ai pas du doute qu'à la fin vous avez des succès par rapport à ça. Alors merci. Merci beaucoup. Nous vous remercions aussi pour cette visite qui en fait honore notre faculté de médecine de l'université de Kinshasa et honore notre université. Et le comité de gestion, par la voix de notre secrétaire général académique, vous remercie beaucoup pour avoir accepté de nous visiter. Et nous remercions aussi le professeur Hugues d'avoir facilité cette visite. Nous sommes ensemble et nous pensons que la coopération va continuer et vous allez nous assister pour beaucoup de choses dont nous avons besoin pour pouvoir continuer notre travail. Merci beaucoup. Merci. Voilà, on va faire la photo. On va leur faire la photo des familles en bas. Très bien.